Bonjour, je m'appelle Frédéric Moore, puis aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de maîtrise fait sous la direction de Philippe Nollet et Angélique Dupuche, qui s'intitule Que révèle la cartographie par le mobile sur la dynamique spatiale du être. Donc, comme contexte, depuis plusieurs décennies, il y a un dépérissement de la santé ainsi qu'un déclin de la productivité de l'érable à sucre qui est observé au sein des forêts tempérées du nord-est américain. Durant cette même période, la proportion de hêtres à grandes feuilles dans les érablières a augmenté significativement, surtout au niveau de la strate arbustive. La prolifération du hêtre au départ de l'érable à sucre, c'est problématique économiquement, car la valeur de l'érable à sucre est bien supérieure à celle du hêtre à grandes feuilles. Puis, c'est aussi un enjeu écologique pour plusieurs raisons. Entre autres, le hêtre est affecté par la maladie corticale du hêtre et il inhibe la régénération des autres espèces lorsqu'il domine le sous-bois. La dominance des Golden en sous-bois, ça a déjà été le sujet de plusieurs études qui ont identifié pas moins de 8 facteurs pouvant y contribuer, comme sa plus grande tolérance à l'ombre et aux sols acidifiés comparé à d'autres espèces. Cependant, malgré les nombreux facteurs qui ont déjà été identifiés, le mécanisme qui déclenche cette dominance à l'intérieur même des peuplements, il demeure incertain. Pour notre projet, on voulait se pencher sur deux facteurs déjà identifiés, soit la relation entre les l'épaule d'être et la densité des armatures d'être, ainsi que leur réponse à l'ouverture du couvert, mais sous un nouvel angle. Donc, il y a déjà des relations spatiales qui ont été établies entre les l'épaule d'être, les armatures d'être et l'ouverture du couvert. Cependant, ces relations y ont été établies en utilisant un échantillonnage traditionnel, voulant dire, surtout pour la caractérisation de la régénération, de mesurer des petites parcelles, des très petites parcelles fragmentées, prises dans plusieurs peuplements différents, pour ensuite combiner le tout et extrapoler les relations à grande échelle. Notre questionnement, c'est est-ce qu'on retrouve ces relations spatiales si on échantillonne un peuplement complet, donc à l'échelle à l'échelle du peuplement? Puis, euh, si on échantillonne un peuplement comme une base de données unie, désolé. Puis, c'est quoi l'échelle optimale à laquelle caractériser la régénération? Cette échelle optimale-là n'est pas vraiment connue. Le défi rencontré en voulant étudier ces facteurs-là sous un nouvel angle, c'est que quantifier puis étudier la régénération dans un inventaire forestier, c'est une tâche très complexe, très exigeante en termes de main-d'œuvre, puis ça implique un haut degré d'incertitude. Pour surmonter ce défi, on a utilisé le lidar mobile pour cartographier des peuplements forestiers. Comme objectif, c'était premièrement de mieux comprendre comment la dominance du hêtre se développe à fine échelle, donc au sein des peuplements. Puis, deuxièmement, on voulait développer une nouvelle méthode de caractérisation de la régénération grâce au lidar mobile terrestre qui va nous permettre d'effectuer des analyses spatiales à différentes échelles sur des peuplements entiers, ce qui va nous permettre de tenter d'identifier l'échelle optimale à laquelle caractériser la régénération. Pour nos hypothèses, si les goldhètres, en contexte de domination du sous-bois, ils se régénèrent principalement par drageonnement, comme qui est assumé par plusieurs études, on s'attend à une forte relation spatiale avec les armatures d'hydre. Puis aussi, si les Gaules ont une réponse intense à l'augmentation de la lumière, on s'attend à une forte relation spatiale avec l'ouverture du couvert. Comme dispositif, j'ai cartographié 11 sites au total avec le lidar mobile terrestre dans la région de l'Outaouais du Québec, environ entre Montréal et Ottawa, comme illustré ici. J'ai scanné 7 sites à la forêt Quenoc, qui est près de Montebello, et 6 sites au lac Gagnon, qui est près du Hamel. Puis, voici un aperçu rapide de deux de mes sites de 1 hectare, soit 100 mètres par 100 mètres et 120 mètres par 80 mètres. Pour faire l'inventaire, on a débuté par établir les quatre coins pour créer des hectares. On a ensuite élagué des lignes séparées d'une distance d'environ 7 mètres pour permettre le passage du lidar. Puis, pour notre projet, élaguer une quinzaine de lignes de 100 mètres de long chaque au travers de peuplements forestiers à structure complexe et à haute densité de sous-bois, c'était assez long et laborieux. Le trajet total de chaque site était d'environ 1,8 km de marche. On a ensuite, évidemment, scanné le peuplement avec le lidar. On a aussi marqué toutes les tiges de hêtre et toutes les tiges mortes à l'aide de rubans, de flags de couleurs différentes. On a créé 200 points d'observation qui sont illustrés ici par des points rouges sur mon trajet à droite, qui sont espacés de 7 mètres comme les lignes. Puis, à chacun de ces points d'observation-là,
on a pris une photo panoramique 360 degrés qui va être utilisée pour identifier les tiges dans le nuage de points. Et on a aussi pris un pourcentage de gold à hêtre comparativement aux autres espèces autour des points d'observation qui va être utilisé pour calculer les gold à hêtre du site. Les données y ont été acquis à l'aide d'un capteur VLP16 POC de Velodyne monté sur un sac à dos au-dessus de ma tête pour éviter toute obstruction du faisceau laser du lidar. Les données brutes y étaient stockées sur une tablette mobile, puis ont ensuite été converties en nuages de points à l'aide du ALB et du SLAM qui est développé par Outsite. L'algorithme SLAM il a aussi permis de reconstruire le trajet qui était suivi par le lidar lors de l'échantillonnage du terrain. Puis ce trajet-là, il a par la suite été utilisé pour cartographier les points d'observation mentionnés plus tôt et les emplacements des photos panoramiques en utilisant un enregistrement vocal qui était synchronisé pendant que je faisais les scans, qui a été utilisé pour marquer les points d'observation le long de la trajectoire du scan en faisant correspondre les timestamps entre les enregistrements LIDAR. Bon, pour répondre à nos objectifs, comme mentionné, on a scanné des polymères de 1 hectare qui avaient des structures complexes, puis qui avaient une grande quantité de gaules et donc de feuilles et d'obstructions visuelles. Les méthodes de nettoyage conventionnelles, surtout celles qui étaient disponibles lors de l'analyse de nos données en 2021-2022, ne répondaient pas à nos besoins spécifiques. Donc, la majorité des traitements de données LIDAR ont été réalisés à l'aide de scripts Python personnalisés qui ont été développés ou adaptés spécifiquement pour notre étude. On a, entre autres, développé une approche de nettoyage personnalisée qu'on a appelée Clean by Columns. Pour isoler les troncs individuels des arbres par rapport aux autres objets qui étaient présents dans les nuages de points, comme les branches ou le feuillage, on a conservé uniquement une tranche de nuages de points comprise entre 0,75 et 1,75 mètres au-dessus du sol, afin de faciliter ce processus. Pour la méthode Clean by Columns, le nuage de points il était d'abord subdivisé en colonnes verticales de 2 cm de largeur. Ces colonnes y étaient ensuite subdivisées en voxels de 2 par 2 par 2 cm pour un total de 50. Les colonnes étaient ensuite exclues du nuage de points si elles ne satisfaisaient pas à des critères précis qui sont basés sur ces voxels-là. Pour être conservée, la colonne elle devait répondre aux conditions suivantes. Premièrement, la hauteur de la colonne, qui est mesurée comme la distance entre les deux voxels les plus éloignés qui contiennent au moins un point, elle devait être au moins 80 cm. Puis, deuxièmement, au moins 10 des 50 voxels dans la colonne devaient contenir au moins un point. Puis, cette procédure-là, elle s'est révélée particulièrement critique et pertinente en raison justement de la présence de strates arbustives et de gaules très denses dans les peuplements qu'on a étudiés. À la suite de ce nettoyage des nuages de points-là, il y a un algorithme de regroupement spatial qui est DBScan qui a été appliqué afin de segmenter les points en objets distincts. Certains objets correspondaient clairement à des arbres matures ou à des gaules, donc des troncs, tandis qu'il y en a d'autres qui présentaient des formes un peu moins définies qu'on a surnommées buissons. Pour évaluer la précision de notre algorithme de segmentation, on a comparé le nombre de hêtres à grandes feuilles détectés dans les nuages de points à ceux qui ont été recensés sur le terrain dans 5 sites. Donc, l'algorithme il a détecté 626 hêtres de plus de 15 de DHP, ce qui représente 97% des tiges et 98% de la surface terrestre totale par rapport aux 645 tiges qui ont été mesurées ou vues sur le terrain. Les individus manquants, c'était principalement des arbres de petit diamètre avec un angle prononcé par rapport au sol, autrement dit des arbres penchés, ce qui est une limitation connue de notre approche de segmentation puisqu'on se base sur des colonnes qui sont perpendiculaires au sol. Donc, ces tiges de hêtres manquantes, ils ont été vérifiées puis ajoutées manuellement à la base de données pour faire sûr que chaque hêtre présent au sein de nos sites était inclus dans les analyses. Comme mentionné plus tôt, le processus de segmentation a généré plusieurs classifications qui nécessitaient une vérification manuelle pour s'assurer qu'aucun arbre mature a été omis. Le problème le plus fréquent il concernait les arbres matures qui étaient regroupés dans un grand amas de points qu'on a classifié comme des buissons, comme mentionné plus tôt. Donc, chaque objet, à l'exception des gaules, ils ont été inspectés visuellement pour confirmer sa classification. Les objets qui contenaient plusieurs arbres collés ou fusionnés ensemble, ils ont été subdivisés manuellement
en le nombre correct d'individus à l'aide d'une application Python interne. Le DHP de chaque arbre a été estimé à l'aide d'un algorithme qui utilise les données brutes du lidar. Donc, c'est une technique basée sur les frames et plus spécifiquement sur les arcs du lidar, ce qui évite le bruit qui est introduit par le processus LAM et ça permet des estimations précises, même pour les petites tiges. Puis, toutes les estimations de DHP pour les arbres matures ont été examinées et corrigées si nécessaire pour garantir l'exactitude des mesures. Donc, avec tout ça, on a finalement localisé et calculé le DHP de tous les arbres matures des sites qui totalisent 8455 arbres. Pour notre projet, on avait besoin de surmonter un défi commun de l'utilisation du lidar en milieu forestier, soit l'identification d'espèces d'un tronc segmenté dans un nuage de points. On avait besoin d'identifier tous les hêtres et tous les arbres morts dans nos nuages de points afin de pouvoir calculer la surface terrestre en hêtres et en volume mort, localiser et d'effectuer des analyses spatiales. L'identification des hêtres matures et des arbres morts, ça a été fait par une sélection manuelle de points dans les nuages de points. Donc, ce processus, ça reposait sur l'utilisation de notre trajet suivi par le capteur LIDAR lors d'échantillonnage sur le terrain, ainsi que les points d'observation et les photos panoramiques ou 360 degrés prises le long de cette trajectoire. Les arbres aperçus sur les photos ont été localisés manuellement dans le nuage de points et leurs coordonnées y ont été identifiées à l'aide du logiciel CalCompare. Donc, on peut voir ici un exemple sur les deux photos à droite. J'ai le point d'observation 116 au sol où j'ai pris une photo panoramique. Je peux retrouver ce point-là dans le nuage à l'aide de mon trajet LIDAR et il reste à bien aller identifier les hêtres qui sont flagués en rose en comparant le nuage aux photos et en cliquant sur les bonnes tiges. On a donc identifié tous les hêtres et tous les tiges mortes dans nos sites, dans les nuages de points, grâce aux photos et aux points d'observation, comme illustré ici. Pour calculer l'indice de couverture des gaules de hêtres du peuplement, on a d'abord retiré du nuage de points tous les troncs segmentés précédemment pour conserver seulement les troncs des semis ainsi que les branches et le feuillage, des gaules, c'est-à-dire. Afin de prendre en compte la majorité du recouvrement foliaire des gaules, on a conservé une tranche verticale du nuage de points comprise entre 0,75 et 3 mètres au-dessus du sol. On a ensuite utilisé la même approche par colonne et voxel de 2 cm décrite précédemment, puis on a calculé un indice de recouvrement des gaules de hêtres pour le peuplement. Chaque colonne, elle mesurait 2,25 mètres de hauteur et elle se composait donc de 113 voxels de 2 cm. Chaque voxel, il recevait un score de 1 s'il contenait au moins un point du nuage de points. Le score total d'une colonne, ça correspondait à la somme des scores de ces voxels-là, ce qui donne des valeurs comprises entre 0 et 113. Cet ensemble de données finales-là, qui est les scores des colonnes, il a été rasterisé dans QGIS afin de générer un indice de recouvrement des gaules qui est spatialement explicite à l'échelle du peuplement au complet. Ce processus, il associait le nombre de voxels occupés dans une colonne à la densité de gaules dans cette zone. Pour calculer l'indice de recouvrement des gaules de hêtres spécifiquement, un raster similaire a été généré afin de représenter le pourcentage de gaules de hêtres à l'échelle du peuplement. Donc, ce raster des pourcentages de hêtres-là, il a été créé à partir des points d'observation localisés à l'intérieur des placettes de 3,5 mètres de rayon, dans laquelle un pourcentage de gaules de hêtres comparativement aux autres espèces a été estimé sur le terrain par un observateur, qui est moi. Donc, ensuite, une interpolation TIN, ou TIN en anglais, a été appliquée à ces pourcentages-là afin de produire un raster dans lequel chaque colonne de 2 cm se voyait attribuer une valeur entre 0 et 100. Donc, le premier raster, celui du recouvrement total des gaules, qui a des valeurs entre 0 et 113, a ensuite été multiplié par le raster des pourcentages de hêtres, qui a des valeurs entre 0 et 100, ce qui nous a donné un raster de l'indice de recouvrement des gaules de hêtres ayant des valeurs comprises entre 0 et 1130. Cet indice de couverture est illustré ici avec un raster vu de haut d'une tranche d'un de mes sites.
Donc, afin de corroborer l'indice de recouvrement des Golden hêtres, qui est une mesure non conventionnelle, on a calculé la surface terrière des Golden hêtres. Donc, on a d'abord identifié tous les troncs des Gaules qu'on a segmentés, donc les troncs entre 0,5 cm et 9 cm de DHP qui ont été détectés dans la segmentation. On savait à partir d'expériences antérieures puis d'autres études publiées que les petites Gaules, donc ceux entre 0,5 et 2 cm de DHP, ils sont plus difficiles à segmenter que les arbres à partir du nuage de points. Donc, premièrement, parce que les peuplements étudiés, il y avait des strates arbustives et un feuillage dense, donc ça limite la pénétration des faisceaux lidar pour la détection des petits troncs. Puis deuxièmement, c'est que le traitement Clean by Column, il peut échouer à détecter des semis de très petits diamètres ou qui sont très inclinés. Donc, on a, pour évaluer plus précisément l'exactitude de la segmentation, on a identifié manuellement toutes les tiges visibles, donc les arbres et les Gaules, dans le nuage de points de un site pour un total de 3250 individus. L'algorithme de segmentation, il a détecté 2955 tiges, dont environ 1450 Gaules, ce qui correspond à une précision totale de 91 %. Donc, si on compare aux 97 % qu'on avait obtenus avec la segmentation des arbres matures, on peut comprendre que la majorité des tiges manquées, c'est des très petites Gaules de moins de 2 cm. Donc, l'estimation du DHP des Gaules peut être moins précis que celle des arbres parce que les arcs utilisés dans la méthode de calcul du DHP, ils contiennent un très faible nombre de points, donc généralement 1 à 3, ce qui entraîne des estimations moins précises. Donc, afin de pallier ce problème, toutes les Gaules détectées qui avaient un DHP inférieur à 2,01 cm, ils se sont vus attribuer un DHP standardisé de 2 cm. Après cet ajustement-là, la surface terrière de l'ensemble des Gaules a été calculée. Puis, cet ensemble de données de surface terrière-là a ensuite été combiné au raster des pourcentages de hêtres calculés précédemment afin de dériver la surface terrière des Gaules de hêtres pour l'ensemble du peuplement. En tout, on a identifié toutes les Gaules de hêtres des sites ayant plus de 2 cm qui totalisaient environ 30 500 Gaules. Puis, juste pour mentionner ici, tous les prochains résultats présentés vont être calculés avec l'indice de couverture des Gaules de hêtres, mais sachez que chaque analyse a été faite en utilisant aussi la surface terrière des Gaules de hêtres afin de vérifier que notre indice était bel et bien un bon indicateur du recouvrement des Gaules de hêtres, mais je montre seulement les résultats utilisant l'indice parce qu'il était extrêmement similaire. Donc, puisqu'on ne sait pas c'est quoi la meilleure échelle à laquelle analyser les relations spatiales entre nos variables, on a regardé les relations à différentes échelles. Mon Y, qui est l'indice de couverture des Gaules de hêtres, a été calculé à partir de pixels, donc des carrés, allant de 2 par 2 mètres à 16 par 16 mètres. Mes variables X, soit la surface terrière des hêtres matures et l'ouverture du couvert, qui est représentée par la surface terrière totale dans mon projet, ont été calculées dans des rayons allant de 10 à 30 mètres pour le hêtre et de 5 à 15 mètres pour l'ouverture. Ces rayons sont centrés à partir des pixels. Donc, voici un exemple de 2 pixels côte à côte et leurs rayons associés. Donc, la totalité du site est donc divisée en pixels de cette manière. Pour déterminer l'échelle optimale d'analyse de la régénération, on a regardé la différence entre l'analyse d'un même site, ici le site 9, de la relation entre les Gaules de hêtres et les arbres matures de hêtres à la plus petite échelle, donc un pixel de 2 par 2 mètres et un rayon de 10 mètres qui est illustré à gauche, et à la plus grande échelle possible, donc un pixel de 16 mètres par 16 mètres et un rayon de 30 mètres. On voit ici clairement une grande augmentation du R carré à la plus grande échelle. Une autre manière de déterminer l'échelle optimale, c'est de visualiser comment le R carré de la relation entre les Gaules et les arbres matures de hêtres, il augmente graduellement avec l'augmentation de la taille des pixels et plus subtilement, mais il augmente aussi avec l'augmentation du rayon. Donc, tout ceci, ça nous a mené à effectuer toutes les analyses subséquentes à la plus grande échelle possible, donc en utilisant des rayons de 30 mètres pour les hêtres matures et 15 mètres pour l'ouverture du couvert, et l'utilisation des pixels de 16 par 16 mètres pour l'indice de couverture des Gaules de hêtres. Alors, comme résultat, pour l'effet des arbres matures de hêtres sur les Gaules de hêtres,
on a obtenu 4 sites à relation significative, comme le site 4 ici avec un R carré de 0.47, et 7 sites à relation non significative qui sont similaires au site 6 à droite. Voici un aperçu rapide de tous mes sites et leurs relations associées. Les sites qui ont une relation significative, ils sont encerclés en vert. On peut donc voir qu'il y a une grande variabilité des relations selon le site. Donc, le lien entre goal et arme mature de être, il est présent pour certains sites, mais complètement absent pour plusieurs autres sites. Pour l'effet de l'ouverture du couvert sur les goals de être, il y a 8 sites qui ont une relation non significative, ce qui est la grande majorité de mes 11 sites. Il y a seulement 2 sites qui affichent une relation significative et négative comme attendu, soit le 10 et le 12. Puis, il y a un site qui affiche même une relation significative, mais positive, ce qui est le contraire de nos attentes. Donc, on ne peut pas conclure qu'il y a une relation entre l'ouverture du couvert et les goals de être pour nos sites étudiés. Pour ce qui est des bénéfices de l'approche LIDAR, notre approche, elle nous a permis de complètement inventorier et cartographier en 3 dimensions des peuplements de 1 hectare. Un tel inventaire, ce serait impossible à effectuer avec l'échantillonnage traditionnel. Puis d'ailleurs, caractériser des grandes superficies de forêt à structure complexe, c'est un grand défi du monde du LIDAR forestier qu'on a réussi à surmonter. Plus souvent qu'autrement, les études qui utilisent le LIDAR mobile en forêt vont se concentrer à caractériser des peuplements ouverts avec peu d'obstruction visuelle. Cette approche, elle nous a permis de localiser et calculer le DHP de toutes les tiges de nos sites, en plus de nous permettre d'effectuer des analyses spatiales. Donc, on a réussi notre objectif initial qui était de développer une nouvelle méthode de caractérisation de la régénération en calculant l'indice de couverture des goals à être à partir des nuages de points. On a aussi relevé un autre défi commun d'utilisation du LIDAR en forêt, qui est la combinaison de l'identification des espèces aux nuages de points, qui a été accomplie grâce aux photos panoramiques. D'ailleurs, l'identification des espèces au sein des nuages de points à l'aide de photos prises simultanément au scan LIDAR, c'est un principe sur lequel notre laboratoire travaille présentement, puis mon directeur Philippe Nollet. Il va vous faire part de nos avancements de la dernière année là-dessus, comparativement à ce qu'on a accompli ici il y a quelques années. Pour ce qui est des limites de l'approche, c'est définitivement le temps et le travail nécessaires à la préparation du terrain et surtout au traitement des données. L'échelle optimale pour établir les relations spatiales, elle est rarement connue. Ce qu'on a pu accomplir avec l'utilisation du LIDAR, c'est d'évaluer nos relations à plusieurs échelles pour tenter de trouver cette échelle optimale d'analyse-là de nos variables. Cette évaluation à plusieurs échelles, ça nous a aussi permis de renforcer notre résultat principal, qui est l'absence de relation entre nos variables, en nous assurant que cette absence-là n'est pas causée par l'évaluation de certaines variables à la mauvaise échelle. Dans notre cas, ce qu'on peut ressortir de nos résultats, puis de nos analyses, c'est que plus on agrandit l'échelle à laquelle on calcule nos variables, plus la force des relations augmente. Donc, en gros, qu'est-ce que nos résultats nous ont appris sur la prolifération ou la dominance des goals d'être? Ce que notre étude nous apprend, c'est que c'est pas vraiment clair qu'une forte densité de être mature s'amène à une forte densité de goals de être en sous-bois. Ce qui a été observé à une échelle précédemment en utilisant les inventaires de petites parcelles fragmentées de plusieurs peuplements n'est pas nécessairement observé à l'échelle de nos analyses à l'intérieur des peuplements. Nos hypothèses n'y ont pas été confirmées. On n'a pas trouvé de lien entre goal de être et ouverture du couvert au sein de nos sites, contrairement à nos attentes. Une explication potentielle de cette absence-là, ça serait la mortalité récente des arbres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait beaucoup d'êtres morts sur pied au travers de mes sites. Puis, on sait que les trouées, c'est un phénomène dynamique et temporel. Puis, le LIDAR nous donne seulement un portrait immédiat de la situation. C'est donc possible que les trouées de certains pixels de mes sites ils soient si récentes qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps d'affecter la croissance ou la densité des goals d'être. On s'attendait à une forte relation spatiale entre les goals d'être et les armes matures d'être. Ici, 4 sites sur 11 étaient significatifs. La relation a donc une faible occurrence et elle varie considérablement selon le site. Mais cette faible occurrence est contre-intuitive. Si les arbres matures d'être ils se reproduisent majoritairement par drageonnement comme assumé, avec un rayon d'influence limité,
on devrait trouver une forte relation dans chaque site. Tout ceci, ça nous mène à croire que la régénération sexuée, ça a un rôle beaucoup plus important que précédemment assumé. La prolifération du être, ça va donc aller sur des plus grandes étendues et s'établir de manière beaucoup plus aléatoire grâce à la dispersion des semences par le vent et par les animaux. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait de la prolifération du être dans tous les types de peuplements que j'ai caractérisés, que ce soit dans les anciennes coupes partielles à Canoc, dans les anciennes coupes de jardinage au lac Gagnon. Il y en avait même dans des vieilles forêts non perturbées que j'ai caractérisées. Donc, finalement, peu importe le type de facteur pouvant causer la dominance du être qu'on tente d'étudier, peu importe le type de forêt qu'on tente de caractériser, il semble véritablement que l'envahissement du être, ça soit un phénomène inéluctable. Donc, en conclusion, on a réussi à développer une nouvelle méthode de caractérisation de la régénération à l'aide du lidar mobile, qui, selon nous, a un immense potentiel pour l'acquisition de données forestières. On a trouvé des nouvelles perspectives sur l'échelle optimale à laquelle effectuer des analyses spatiales. Et finalement, on a une meilleure compréhension de la dominance des Golden Hydres, qu'on croit vraiment être un phénomène inéluctable. Je suis un étudiant au doctorat à l'Université Laval sous la supervision d'Alexis Echin. Puis je m'intéresse en fait dans la thématique de migration assistée à comprendre les habitats, l'adéquation des habitats. Puis on essaye de s'attaquer à ces problèmes-là, d'identifier des habitats adéquats avec des différentes approches et d'essayer d'améliorer pour aller au-delà des climate envelopes, des enveloppes climatiques que parfois ne sont pas capables de représenter toutes les limitations qu'on observe pour l'établissement des essences forestières dans ces contextes-là. Donc, donc, je disais que dans ces contextes de changements globaux, de changements climatiques, on va souvent chercher des mesures d'adaptation, des stratégies d'adaptation pour aider les arbres à suivre le rythme de changement. Et puis, on a commencé ça fait quelques années en utilisant des stratégies soit d'aller sur le terrain, d'établir des dispositifs pour tester différentes essences dans différents endroits, comment ça pourrait marcher. Mais on peut utiliser aussi une stratégie de modélisation de la répartition spatiale, la modélisation de la distribution spatiale des essences forestières pour comprendre soit quelle peut être la réponse de ces essences-là dans des conditions abiotiques et biotiques et climatiques, on dirait, futures. Et donc, mais il y a cette application-là de la migration qui va utiliser ces modèles de distribution spatiale, mais on peut appliquer cette connaissance-là d'essayer de comprendre quelles sont les contraintes pour les essences dans différents endroits, aussi pour la restauration et d'autres stratégies d'adaptation. Donc, notre défi, après avoir testé plein de choses dans le cadre de ma thèse de doctorat, puis je pourrais dire que j'ai commencé avec cette idée-là d'aller au-delà des enveloppes climatiques. Donc, j'essaie d'inclure les sols et la topographie fine issue du lidar. Puis, on a réussi, à ce moment-là, c'était le premier chapitre, à développer un type de modélisation, c'était pour l'érable à sucre, beaucoup plus, on dirait, précis, mais aussi on a été capable d'utiliser la puissance du lidar pour avoir cette information-là à l'échelle du peuplement. Par contre, on sait que donc dans le but d'identifier où est-ce qu'on peut aller faire de la migration assistée ou de trouver des habitats adéquats pour planter des essences forestières, il va y avoir d'autres essences là-bas. Et ces essences-là, elles sont déjà incluses dans un contexte phytosociologique, dans un contexte de perturbation, dans un contexte historique de peuplement. Puis on aimerait donc aller inclure peut-être les interactions biotiques d'une façon ici indirecte et aussi l'effet de tout ce qui s'y passe autour de ces arbres-là en utilisant la structure de la forêt issue du lidar. Donc ici, on teste vraiment si on peut utiliser cette
cette composante-là qui est la structure pour, comme des proxys pour la disponibilité de lumière, pour la compétition, soit pour la luminosité et plein d'autres variables que les métriques issues du LiDAR peuvent nous aider à représenter dans notre modélisation. Donc, on sait qu'il va y avoir certaines contraintes qui vont influencer plus l'établissement, l'occurrence ou la présence absence de certaines essences qui sont plus globaux, tandis qu'on a certains filtres qui sont plus locaux. Donc, quand on parle de la structure, on parle de quelque chose qui représente en même temps ces filtres globaux, parce que la structure est-elle une réponse déjà à la précipitation, à la température, à des questions de ressources qui sont plus à grosse échelle, mais ça peut nous aider aussi à représenter ces filtres-là qui sont plus spécifiques, liés à des perturbations, liées à la composition, à comment les essences interagissent, à les différents estrates de nos forêts. Donc, notre question ici, c'est est-ce qu'on peut améliorer nos modèles de distribution spatiale avec des mesures de cette structure-là de la forêt en utilisant la structure que le LiDAR nous donne? Puis pour faire ça, on a utilisé comme variable réponse la présence-absence des essences forestières pour mesurer l'adéquation des habitats, puis la disponibilité de sites, en fait, pour cartographier ces sites-là à l'échelle du paysage. On a fait ça on a utilisé un rectangle à la limite nordique, ce qu'on appelle la limite nordique de la forêt tempérée, et en fait, à l'écotone, entre la forêt tempérée et boréale. Puis, on a utilisé pour avoir notre vérité terrain de la présence-absence des essences en raster produit par le ministère des Forêts du Québec, qui nous donne en fait l'abondance, la présence-absence. À partir de l'abondance qu'on a pu calculer la présence-absence pour les essences. Puis, on a établi une grille systématique et après cette grille-là, on a travaillé avec elle dans cette région centrale du Québec, à peu près au 47e degré de latitude. On a utilisé des stratégies de de blocage spatial, en fait, pour réduire les placettes, laisser seulement les placettes dans ces carrés-là qui ont fait à 13 km de base par 65 km de long. Donc, on a utilisé les 3571 placettes après avoir contrôlé la dépendance spatiale. Puis, pour notre modélisation aussi, on a utilisé les données de climat, de sol, des topographiques. C'est déjà ce qu'on utilisait avant pour faire la modélisation. Et notre approche, elle se base dans le Area-Based Approach en utilisant les packages LiDAR et LASA. Puis, c'est juste une précision importante ici d'expliquer qu'on fait cette étude-là à l'échelle de la placette et des pixels de raster de 20 par 20 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'on ne modélise pas les espèces individuellement. On a fait la modélisation en utilisant des modèles de classification Random Forest pour ces 7 essences-là. Et on a comparé les modèles abiotiques, c'est-à-dire climat, sol, topographie, contre les modèles qui intègrent la structure de LiDAR, c'est-à-dire toutes les métriques de structure qu'on a pu dériver et qui, par la suite, je vous montre quelles étaient les plus importantes. On a évalué ça en utilisant une validation croisée à partir de l'air, des airs sur la courbe.
pour chaque essence, pour chaque modèle. Donc, comme résultat, ce qu'on a pu trouver de général, c'est que inclure pardon. En incluant l'information de la structure de la forêt, on a pu améliorer notre capacité de prédire la présence absence pour toutes les essences, spécialement l'épinette noire ici, qui a démontré qui a fait la plus grande amélioration. Ça nous dit peut-être que ces essences-là qui sont à la limite vont être peut-être moins influencées par des questions abiotiques, puis on va pouvoir trouver une importance plus prononcée de ces métriques-là de la structure pour expliquer l'adéquation de ces habitats. Mais comment, donc, pour essayer de comprendre un peu c'est quoi le visage, c'est quoi la physionomie de ces peuplements-là, on a essayé de produire ces transects qui nous montrent en fait comment cette structure-là nous aide à différencier les types différents de peuplements, soit ici les conifères des feuillus, les résineux des feuillus, parce qu'on peut voir clairement qu'il y a une différence géométrique en regardant les deux différents types de configuration de ces nuages de points-là. Donc, pour les feuillus, on voit, ce qu'on a observé, c'est que on voit beaucoup plus la hauteur qui représente la complexité de la canopée, mais la hauteur aussi. Donc, si je vous montre, par exemple, que l'érable à sucre a été souvent dans des forêts qui sont plus complexes et qui représentent des peuplements plus matures. Tandis que le bouleau à papier, lui, il allait coloniser probablement des peuplements qui sont plus denses et des canopies qui sont plus simples. Et donc là, on voit qu'il y a une configuration de canopée, mais aussi de structure de la forêt qui a l'air beaucoup plus de expliquer pourquoi les feuillus sont là. Puis aussi, on remarque que à cause des métriques qu'on a pu trouver importantes, souvent étaient liées à la hauteur, mais aussi à la proportion de points au-dessus d'une certaine hauteur. Par exemple, la proportion de points au-dessus de 2, la proportion de points au-dessus de 5, qui nous ont aidé aussi à expliquer la présence. C'est-à-dire que cette quantité-là de points, cette densité de points est aussi importante pour expliquer que la complexité aide à différencier les habitats qui sont occupés par des différentes essences, dans ces cas-ci pour les feuillus. Dans le cas des résineux, on voit que c'est souvent beaucoup plus dans des situations de terrain plus plat. La hauteur moyenne, elle est moins prononcée, donc ici 19 mètres en général pour notre insecte exemple, mais juste pour dire qu'on voit en patron géométrique complètement différent, puis aussi les métriques utilisées. Par exemple, quand on voit ici le Rumpel Index qui représente un peu autant que cette canopée-là est hétérogène, nous aide à montrer que l'épinette noire est là. Donc, c'est cette complexité-là qu'on voit différemment des formes plus douces. Pour les feuillus, les canopées sont plus pointues dans le cas des peuplements qui ont la présence des essences plus résineuses. Donc, en conclusion, on peut conclure que les métriques, en incluant ces métriques-là, on a pu améliorer nos modèles. Puis ça peut nous aider à identifier quels sont les
les caractéristiques de structures qui vont peut-être favoriser l'établissement de certaines essences. Donc, dans un contexte où on veut appliquer la migration assistée, au-delà d'identifier la niche fondamentale à partir des éléments abiotiques, des facteurs abiotiques, on peut, en utilisant ces modèles-là, on peut essayer d'identifier quelle est la structure, quel est le type de structure, puis d'offrir aux forestiers la possibilité de proposer des prescriptions de type de sylviculture qui vont créer ces structures-là. Bon, et finalement, une autre conclusion, c'est que en utilisant ça, on va être capable de rester dans une échelle qui nous aide à cartographier les habitats qui sont différents de dire que les habitats qu'on essaie de cartographier sont les habitats fondamentaux qu'on dit, c'est-à-dire tout ce qui est expliqué par le climat et le sol. On va être capable de mesurer quel est l'habitat réalisé qui est une réponse des perturbations de l'aménagement, de comment les essences répondent en fait à la réalité qui va au-delà du climat, au-delà du sol, mais aussi qui prend en compte ce qui s'y passe du côté des perturbations et des événements stochastiques. Donc, c'est moi qui va présenter le travail d'étudiante au doctorat avec notre équipe, Amélie Juclair. Amélie, malheureusement, n'est pas présente. Elle est en déplacement présentement. Donc, c'est un travail qui a été fait avec, bien sûr, plusieurs collègues de mon laboratoire à l'Université de Sherbrooke. Il y a aussi Philippe Lejeune de l'Université de Liège et il y a Osvaldo Valeria de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est un travail qui est associé, voilà, c'est un travail qui est associé à la caractérisation de la structure verticale. D'abord, on se demande bien, en fait, c'est arrivé avec un constat qu'on a fait dans le cadre de son doctorat. On voulait caractériser la structure verticale et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'outils disponibles, faciles à l'utilisation, etc. Donc, c'est devenu un mandat de se doter d'un tel outil. Pourquoi la structure verticale? Bien sûr que d'abord, on peut l'utiliser pour des questions de productivité forestière. On l'a vu, il y a eu une ou deux présentations, mais on le voit très souvent, la caractérisation de la productivité forestière, la biodiversité, les questions d'habitat, et pour ceux qui s'intéressent au feu, le potentiel de feu, le comportement lorsqu'il y a un feu. Donc, la caractérisation de la structure forestière est très importante pour cela. Il y avait donc plusieurs raisons, mais nous, dans notre cas, bien sûr, c'est la volonté de caractériser. Et puis, comment ça se fait? Bien, quand on regarde traditionnellement dans les travaux en botanique en particulier, il y a des travaux sur l'architecture des arbres où on caractérise de façon typique les différentes forêts qui existent dans les différents biomes, mais c'est fait de façon souvent très manuelle avec une estimation un peu à la règle du pouce et puis avec des seuils de hauteur fixes et puis une modulation. Donc, il y avait cette approche-là un peu avec l'approche de la règle du pouce qu'on trouvait qu'il fallait aller plus loin. Ce n'est pas à négliger quand même la disponibilité de nouveaux outils. D'abord, la disponibilité du lidar aéroporté et aussi terrestre. Et le lidar procure un nuage de points. Mais ce nuage de points-là n'est pas garant que ce soit exactement la bonne distribution 3D. Et c'est pour ça qu'on a des outils comme LVOX que vous avez eu à la première journée, VoxLab que l'on va avoir dans quelques minutes, et puis aussi à MapVox. Donc, des outils qui nous permettent de passer d'un nuage biaisé à un nuage qui a une bonne distribution 3D de la végétation. Donc, dès qu'on a une distribution détaillée de la végétation, bien, vient le problème de la paramétrer, la caractériser d'une façon utile. C'est pour ça que on a décidé de valoriser un petit peu les données LIDAR, les données biaisées, les données non biaisées, mais pour
caractériser les différentes strates forestières. Donc, on a des profils verticaux. Les profils verticaux, typiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le haut de la canopée, généralement, il y a plus de végétation. Des fois, il peut y avoir des strates intermédiaires et souvent dans le bas, bien sûr, là, c'est la végétation basse avec tous les buissons et puis les différents arbres, les gaules qui composent la canopée. Fait que, généralement, on se retrouve souvent avec deux strates, potentiellement trois, mais aussi potentiellement une lorsque la strate du haut est très élevée. Mais tout ça nous a demandé aussi de dire, mais la caractériser, oui, mais la paramétriser, c'est aussi important. Donc, ce que l'on a fait, c'est de développer un package en R pour identifier et paramétrer de façon automatique les strates verticales de végétation. Ça revient un petit peu au commentaire de Jean Romain à la première journée, de dire que les utilisateurs, généralement, ils veulent peser sur le bouton rouge et avoir le résultat. On comprend que de paramétrer, souvent, peut rendre beaucoup plus compliqué l'exercice. Donc, on a voulu réduire la paramétrisation à son minimum. Et c'est ce qu'on a fait à travers un package qui s'appelle, de façon très imaginative, vous pouvez imaginer, Forest Layers. Donc, ça dit ce que ça fait, ce qui est utile. Il fallait quand même le tester avec une base de données conséquente. Et pour ça, bien sûr, dans le cadre de notre projet qui maintenant s'approche à sa finalité, le 31 mars, les fins d'année fiscales, hein, c'est très typique au Canada, 31 mars. Donc, on a des sites au Québec, en Ontario, à Terre-Neuve, des forêts de conifères, des forêts feuillues et des forêts mixtes, très denses, très ouvertes. Donc, on a un gradient très, très, très étendu sur 96 placettes. Certaines de ces placettes-là ont été doublées pour avoir des mesures avec feuilles et sans feuilles. Donc, on s'est doté d'une base de données très, très conséquente pour tester, bien sûr, Forest Layers, mais aussi d'autres travaux comme LVOX et d'autres développements qui se sont faits. Donc, en premier lieu, quel genre de données qu'on traite? Bien, le genre de données, c'est d'abord des profils verticaux en 1D. Donc, on peut imaginer qu'on a d'une part la hauteur et la valeur de densité. Ces valeurs de densité-là, ça peut être la biomasse, ça peut être le LAD, donc la surface de feuillage, la surface de plante, le PAD. Le PAD et le LAD peuvent, eux, se transformer en biomasse avec des facteurs de conversion. Fait que tout ça, c'est le genre de données qui rentrent dans Forest Layer pour déterminer la structure verticale. Mais il y a des données aussi en 3D, comme dans LVOX, dans ceux qui modélisent finalement les nuages de points ou les nuages de points bruts aussi. Ce sont des données 3D, donc dans un cube, dans un rectangle. Et puis, on peut aussi traiter ce genre de données-là en faisant une valeur 1D, en faisant la somme de toutes les valeurs dans les mêmes couches pour passer du 3D à 1D. Donc, on a trouvé que c'était important de pouvoir alimenter des données 3D pour les ramener en 1D et puis ensuite faire la conversion. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on a une donnée 3D, bien, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on veut la hauteur par rapport au sol ou on veut utiliser les valeurs telles quelles? Or, il arrive très souvent que le sol ne soit pas plat, hein, c'est très normal, c'est la nature, mais ce qui se passe, c'est que quand on veut établir un profil, bien souvent, c'est un profil par rapport au sol. Donc, si on a une grille, il y a une normalisation par rapport au relief qui fait qu'on a la hauteur par rapport au sol. Bon, il y a des questions de dire qu'on bousille un petit peu la structure végétale lorsqu'on fait ce genre de choses-là, mais en fait, c'est des questions qu'on peut choisir d'y répondre, de le traiter ou pas. Donc, on peut choisir de normaliser ou de ne pas normaliser, mais on s'est dit, ben voilà, on normalise en fonction du relief, on trouve des profils de la végétation par rapport au sol, on convertit en profil 1D, et ensuite, on délimite de façon automatique les strates verticales. C'est là où
ici, étant donné que c'est une courte présentation, on n'aura pas le temps de rentrer tout le moteur et les choses précieuses qui se passent, mais je vous dirais qu'il y a 5 astuces qui ont été mises en place. Ces 5 astuces-là, bien sûr, c'est de déterminer d'abord les maximums locaux, les minimums locaux, de savoir est-ce que avec les maximums et les minimums, ça détermine verticalement et en intensité des pics qui sont assez significatifs en proportion du reste des autres pics. Ça fait qu'il y a toutes sortes de règles comme ça qui sont mises en place de façon automatique pour déterminer s'il y a une strate ou non. Et s'il n'y a pas de strate, la mini-strate, l'anomalie qui est détectée, elle est agrégée avec l'autre strate. Donc, il y a une délimitation automatique des strates. Et une fois que c'est fait, bien là, tout à coup, il y a une paramétrisation parce qu'il y a une régression à travers des Weibull pour déterminer les différentes strates et les paramétrer. Et ça, c'est un élément important de Forest Layers qu'on voulait paramétrer parce qu'en paramétrant, ça rend toute modélisation beaucoup plus facile, beaucoup plus utile et on peut passer à d'autres enjeux dont on parlait de la biodiversité, les feux, etc. Donc, en paramétrisant ces couches-là, ça devient beaucoup plus facile de généraliser après ça et puis de les utiliser. Donc, on a des métriques structurelles qui sont utiles. Donc, les résultats, c'est qu'on a un profil vertical stratifié, paramétré. Les métriques de chacune des strates sont disponibles à l'usager d'une façon très rapide. Et puis, à ce moment-là, on établit la qualité de la paramétrisation en fonction de savoir est-ce que ça correspond vraiment à la courbe qui est présente. Donc, est-ce que la valeur paramétrée correspond à la couche que l'on voit avec la donnée. Donc, on a des écarts avec les RMSE normalisés et les R carrés. Et puis, on peut même visualiser le profil. C'est ce que le logiciel fait. Ici, un exemple de vraies données que l'on a. Ça vous donne ici une idée. La ligne noire, c'est la donnée de base, c'est les valeurs de densité de végétation que l'on a introduites. Les points rouges, c'est les maximums locaux qui ont été identifiés. Et la ligne verte, c'est la valeur paramétrée qui a été déterminée par Forest Layers et qui va être ensuite procurée à l'usager. À ce moment-ci, ici, on se retrouve non seulement avec toute la liste originale, on se retrouve avec les valeurs paramétrées et les métriques associées à chacune des strates. C'est le résultat. Ici, je voulais vous montrer en vrac des exemples qui ont bien fonctionné avec des données de base qui étaient un peu, certaines un petit peu bruitées, d'autres moins, mais avec lesquelles le Forest Layers a quand même s'est bien comporté. Vous savez aussi, il y a un souci qu'entre les différentes couches, qu'il y a un souci de connecter les couches ensemble. Ça aussi, ça n'a pas été facile nécessairement de réfléchir, de savoir comment on allait les connecter pour éviter que ce soit disjoint en termes de modèle de couches. Et puis, quand on l'a testé à notre base de données, on a trouvé que sur les données de LIDAR sur drone, il y avait un très grand succès, ça fonctionnait extrêmement bien. L'interprétation est libre à chacun. Moi, je pense qu'on voit bien le dessus de la canopée, puis on voit un peu moins bien le dessous, mais puisqu'on le voit moins bien, peut-être qu'on a moins influencé son succès. C'est-à-dire on a plus influencé le succès parce que c'est souvent là, dans le sous-bois, que c'est plus difficile. Le MLS a aussi un bon taux de succès avec les courbes que l'on a modélisées. Le TLS, un petit peu moins. Ça nous a surpris parce que souvent, à l'œil, les données TLS sont quand même très, très bien. Peut-être qu'il y a plus d'occlusion dans les données TLS. Et puis l'ALS aussi, un petit peu moins de bons résultats. Ici, des exemples de cas qui n'ont pas très bien fonctionné. Vous voyez à gauche que le pic du haut n'a pas été choisi pour dire, ben voilà, on va faire un modèle avec ça. Et ça nous ramène aux seuils qui sont disponibles dans le Forest Layers, et le seuil de savoir à quel niveau on va choisir que oui, on va l'inclure ou pas. Celui-ci devait être à la limite du seuil. Ce qui est intéressant dans Forest Layers, c'est que quand on a un résultat,
et qu'on n'est pas satisfait, mais on peut changer ces seuils-là et revenir pour remodéliser jusqu'à temps qu'on a le modèle que l'on trouve qui est à notre goût. Donc, puis il y a deux paramètres à utiliser. C'est les seuils pour l'aspect d'intensité et pour l'aspect de hauteur. Et puis ces seuils-là sont facilement interprétables. Et puis, en les changeant, bien, à ce moment-là, on peut éviter ce genre de problème-là. Dans celui du milieu, on voit que c'est une donnée assez bruitée. Même à l'œil et dans le bas, on aurait de la difficulté à savoir est-ce que, bon, on fait une couche avec ça ou pas. Et puis, euh, à droite, ben, comme vous voyez, il n'a peut-être pas ramené ça assez rapidement. Mais disons que, somme toute, même si nous, on voulait voir jusqu'à quel point, de façon automatique, ça a réussi à traiter nos données, mais même celles qui n'ont pas bien fonctionné, ben là, on revient sur les deux paramètres pour retrouver des modèles avec lesquels on est satisfait. Fait que les avantages, c'est que les données sont quantitatives, précises. Alors, on peut choisir aussi la dimension de ces voxels. Ça, c'est l'entrée. On peut prendre des voxels très fines, plutôt grossières. Ça nous donne une description complète des couches, de la structure verticale en nombre de strates et chacune des strates avec ses métriques, ses paramètres. C'est indépendant de tout type de capteur. On peut choisir la donnée que l'on veut rentrer. Euh, la méthode est 100% automatique et si on n'est pas satisfait du résultat automatique, on peut revenir sur deux paramètres. C'est très facile à utiliser dans l'environnement R. On peut l'envoyer en batch, bien sûr, ce qui est très utile. Et puis, donc, l'algorithme est disponible sur GitHub. Et puis, en conclusion, et puis je regarde ça, puis je suis top sur mon 15 minutes. Donc, Forest Layers permet de découpage en strates avec un ajustement automatique des courbes. Et puis les Weibo ont été choisis. D'ailleurs, il y avait une étude qui nous a un peu sidérés, où il faisait, je pense que c'était de l'ordre d'à peu près 300-350 tests de régression statistique avec toutes sortes de courbes possibles, avec des courbes gamma, etc. Et à chaque fois qu'il y avait une strate, il choisissait la courbe la plus fine. Or, on s'est rendu compte que je pense que les utilisateurs ne sont pas prêts à passer à travers tous ces exercices statistiques très compliqués. Ils veulent avoir une référence qui est à peu près vraie des strates, parce que de toute façon, la donnée, il y a un certain niveau d'erreur. Et les Weibull constituaient une régression statistique assez flexible permettant l'asymétrie. Fait que voilà, c'est la bande de joyeux lurons avec laquelle on a travaillé pour toutes les données de terrain. Ça, c'est conclu ma présentation. Ah, ben, d'abord, merci pour l'événement. C'est un très bel événement, très bien organisé. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui les travaux qu'on a fait de notre équipe sur comment lier l'art mobile et photographie digitale pour l'identification des espèces d'arbres. D'entrée de jeu, je tiens à m'excuser pour ceux et celles qui seraient la deuxième ou troisième fois qui verraient une partie de cette présentation-là. Puis je veux remercier aussi tous ceux qui ont collaboré à différents niveaux au projet. Pascal Rochon, Frédéric Moore, Théo Defosse, Philippe Giguère et Patricia Raymond. D'abord, quand on fait de l'inventaire forestier sur le terrain, les principales connaissances qu'on va aller chercher habituellement, c'est on va avoir de l'information sur la structure des peuplements, la surface terrière, le volume, toutes sortes de choses comme ça. On va avoir des caractérisations sur des arbres individuels, leur qualité, leur défilement, toutes sortes de choses comme ça. Accessoirement, on veut avoir la localisation des arbres. Donc, c'est peut-être plus en recherche qu'on veut la localisation des arbres que dans la pratique, mais c'est quelque chose que parfois on veut. Et quelque chose qui est absolument nécessaire quand on fait de l'inventaire forestier, c'est d'avoir la composition forestière. Donc, quand on regarde qu'est-ce que permet de faire le lidar mobile présentement, c'est que oui, il permet très bien de caractériser la structure des peuplements. On a eu différentes présentations là, au cours des derniers jours là-dessus. Ça permet aussi de bien caractériser certains aspects des arbres individuels. Puis ça aussi, on a vu des choses très intéressantes, ça avance vite. Bien évidemment, le lidar mobile permet de localiser les arbres dans le peuplement. C'est un de ses grands avantages. Par contre,
la composition, ça ne permet pas de le faire comme tel. C'est un gros désavantage, une grosse limite au lidar mobile présentement. Il y a quand même eu quelques études qui ont tenté d'identifier les espèces à partir du lidar mobile. Par contre, de ce qu'on a vu, c'est qu'à peu près toutes ces études-là sont basées sur l'architecture des arbres. Or, pour les forestiers, les écologistes forestiers, on sait que l'architecture des arbres, c'est quelque chose qui change beaucoup avec l'évolution du peuplement, mais ça change aussi selon l'historique de développement du peuplement. C'est-à-dire, par exemple, un érable à sucre qui a cru dans un peuplement icouïen ou dans un peuplement inécouïen n'aura pas la même structure. Donc, de ce qu'on voit présentement sur les études qui se basent sur les nuages de points pour identifier les espèces, c'est que les résultats sont soit peu concluants ou peu transférables, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bons, à peu près juste pour le site sur lequel ils ont été effectués. Et d'après ce qu'on a vu aussi, à peu près aucune n'utilise la photographie. En fait, le plus proche que j'ai vu, c'est la présentation hier là, de Vanessa en milieu urbain, donc avec des défis complètement différents de ceux qu'on peut rencontrer en forêt. Mais on croit que c'est une bonne idée de lier les photos avec le MLS. D'abord, maintenant, à peu près tous les capteurs sont munis d'appareils photo. Et puis, ils permettent donc de coloriser nos nuages de points. Mais cette colorisation-là, on pourrait me corriger plus tard, mais souvent, elle est peu utilisée dans les algorithmes. Et c'est souvent plus un gadget. Bon, c'est pas toujours ça, mais c'est souvent ça. Et donc, il reste que les capteurs sont munis d'appareils photo. Par ailleurs, on sait qu'il est possible d'identifier les espèces à partir de l'écorce. On le fait, c'est ce qu'on fait beaucoup sur le terrain. Et à partir de photos d'écorce, il y a des études aussi qui montrent, en utilisant l'IA, entre autres l'équipe de Philippe Giard a montré ça, c'est qu'en ayant des photos à haute résolution centrées sur le tronc, on peut avoir une très bonne précision pour l'identification des espèces. Par contre, les photos qu'on obtient en MLS, elle est de résolution, on va dire, moyenne. Okay? Parce que les arbres ne sont pas... En fait, les photos ne sont pas centrées sur le tronc. Okay? On a plusieurs arbres à la fois, donc on ne peut pas se permettre d'aller prendre une photo de chaque tronc comme tel. Par contre, l'avantage avec le MLS, puis on va y revenir tantôt, c'est qu'on obtient plusieurs photos du même arbre. Donc, nous, les objectifs de l'étude ici étaient, on va dire, triples. C'était de développer une approche qui permet d'identifier les essences d'arbres en couplant les nuages, les photos et les nuages de points. D'évaluer la précision de cette identification-là et de créer une banque d'images pour utilisation ultérieure en deep learning. Donc, ici, ce que je veux bien mettre l'accent, c'est dans l'objectif 2, c'est une identification manuelle qu'on fait. Ce n'est pas une classification à partir d'un algorithme. Donc, c'est pour ça que ça va venir plus tard avec l'objectif 3 avec le deep learning. Donc, pour notre projet, ce qu'on a fait, notre acquisition de données, c'est qu'on a utilisé le site d'études de Patricia Raymond en Mauricie, son projet CPI M2. C'est un projet où elle a étudié différentes intensités de coupe progressive et régulière, et ça a été fait, ça, en 2014. Nous, on a échantillonné ça en 2025. Donc, 10 ans plus tard, on a échantillonné 12 des 20 unités expérimentales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, un peu comme Frédéric le montrait tout à l'heure, où il y avait un envahissement par le hêtre, ici, on a un envahissement de la strate arbustive très important par l'érable de Pennsylvanie, entre autres, dans les sites où il y a eu de la CPI. Donc, pour finir sur l'information qu'on a aussi dans ces sites-là, on a l'information sur les arbres
dans les dispositifs. Donc, on a le DHP, on a l'essence, et une position XY, je veux dire, approximative. Donc, avec les moyens qu'on avait à ce moment-là. Donc, elle n'est pas parfaite, je vais revenir tantôt. Les sites ont été scannés avec un capteur AlphaGeo R100 équipé de 2 caméras Insta360. On a fait, c'était réglé à prendre une photo par seconde. Puis, comme vous le voyez, à droite, là, quand on faisait l'inventaire, nos lignes étaient distancées approximativement de 5 mètres. Et un peu comme Frédéric le dit, ça nécessitait un élagage là, dans plusieurs des peuplements, ça nécessitait un élagage parce que l'envahissement était trop prononcé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec les données recueillies? Donc, d'abord, on a segmenté les arbres avec 3D fines. On a fait par la suite une concordance entre les arbres terrains et les arbres segmentés. Cette concordance-là était faite avec la position XY. C'est un petit défi de le faire, mais en fait, on a eu le problème que parfois, c'était difficile de faire cette concordance-là parce que la donnée terrain elle-même en XY n'était pas assez précise. Donc, on n'était pas certain si on avait la bonne concordance. Et donc, comme ici, on s'intéresse vraiment, on va être sûr qu'on fait la bonne concordance. Les arbres sans concordance n'ont pas été retenus. Par la suite, on a identifié des espèces sur les photos. Je vais vous expliquer comment dans les prochaines diapos. Puis on a comparé ça aux espèces qu'on a identifiées sur le terrain. Donc, notre approche pour identifier les photos est basée sur 2 aspects particuliers là, du lidar mobile. Le premier, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que chaque arbre est photographié plusieurs fois dans le cadre d'un passage lidar. Ici, j'ai 3 arbres là, en point 2. OK. D'où ces arbres-là ont pu être vus. Donc, on peut avoir une multitude de photos, de photos pour un même arbre. Ouais, ça, c'est un exemple. Ici, là, vous voyez, bon, on a un érable rouge, okay, qui est photographié. Vous avez 3 photos différentes, là, celles de droite et de gauche se ressemblent bien évidemment. L'autre aspect particulier du lidar mobile, c'est que étant donné qu'on a un lien photo et point lidar, on est capable d'imprimer les points du nuage de points vers l'arbre, sur la photo de l'arbre. Donc, on sait à ce moment-là quel arbre sur la photo identifier. Donc, par exemple, ici, je sais, vous voyez, on a plusieurs arbres, OK, sur la photo, mais celui que je veux identifier, c'est celui sur lequel il y a le masque rouge. Donc, ça nous évite de faire une erreur d'identifier, par exemple, que c'est un bouleau blanc, parce que moi, par exemple, j'aurais pensé que c'est celui-là. Non, c'est l'érable rouge qui était ici, qu'il fallait identifier. Donc, l'outil fonctionne comme ça, OK? Il permet, donc, il nous donne une série de photos, OK, du même arbre. Parfois, les photos se ressemblent, d'autres fois, moins. Comme vous voyez, à gauche, à droite, ça se ressemble, mais sur la photo de droite, on peut voir le numéro de l'arbre. Et l'utilisateur a simplement à cliquer sur l'espèce qu'il identifie pour cet arbre-là. Et il peut passer à la tige suivante. Donc, ici, je donne l'exemple encore, c'est un peu la même chose avec un bouleau jaune. Okay? Donc, à gauche, l'arbre apparaît plus proche que celui de droite. Au centre, vous voyez, c'est une vue là, vraiment du dessous, comme on a vu tantôt. Et aussi, là, dans ce cas-ci, c'est assez facile, c'est un bouleau jaune, mais parfois, on pourrait avoir besoin d'un zoom. Et donc, à ce moment-là, je peux zoomer. Et là,
vous voyez qu'on a comme, à la limite, trop zoomé. On pourrait dézoomer pour avoir le zoom qui nous permet d'identifier le plus précisément possible l'arbre qu'on veut identifier. Donc, qu'est-ce que ça donne? Au total, on a identifié 775, l'espèce de 775 arbres et on a une précision d'identification de 90% à l'échelle de l'espèce. Donc, par exemple, on peut voir là, ici, le sapin baumier, on est quasiment à 100%. Le thuya, on est aussi à 97%. On a quelques problèmes avec entre les érables rouges et érables sucre. Il faut comprendre que c'est deux espèces dont l'écorce est très variable. On a aussi quelques problèmes on ne s'attendait pas à ça, mais entre le bouleau jaune et le bouleau à papier. Alors que sur le terrain, c'est assez facile d'identifier. Des fois, par photo, c'est moins facile. Et on a définitivement là, du problème entre l'épinette rouge et l'épinette blanche. C'est déjà très difficile de les distinguer en forêt. À un moment donné, on a tout simplement abandonné là, entre l'épinette rouge et l'épinette blanche. À l'échelle du genre, qu'est-ce que ça donne quand même? C'est des très bons résultats. On a 97% de précision d'identification. Donc, on a quasiment 100% pour le thuya, quasiment 100% pour les bouleaux. Donc, on voit que les érables, là, c'est un peu moins bon, mais c'est en raison du fait qu'il y ait le caractère très variable des écorces des érables. Donc, si on regarde les sources d'erreurs, on voit que la grande quantité des sources d'erreurs, c'est des sources d'erreurs intragenres. On a des erreurs qu'on a appelées de jugement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai oublié de le mentionner, c'est que toutes les photos ont été identifiées, là, toutes les arbres ont été identifiées par la même personne ici. Donc, il n'y a pas d'effet, on va dire, observateur, là. OK, c'est la même personne qui a identifié les espèces. Donc, cette personne-là, quand elle a regardé les données, elle voyait qu'elle a vu qu'elle a fait une erreur. Elle a dit, OK, ici, j'ai fait une erreur de jugement. J'aurais peut-être été capable d'identifier la bonne espèce. Il y a d'autres moments où la qualité de la photo laissait carrément à désirer. Il est à peu près impossible d'identifier l'arbre. Donc, on voit là que ça peut arriver. Puis, je vais revenir tantôt sur la question de la qualité des photos. On peut regarder aussi les erreurs, donc en fonction du DHP et de la distance. Ce qu'on voit, c'est que ici, j'ai les types d'erreurs, intragenre, jugement, qualité de photo. Ce qu'on voit, c'est que les erreurs de jugement ont surtout été observées sur des DHP plus grands. Et ça s'explique par le fait que justement, les arbres, à mesure qu'ils croissent, à un moment donné, ils atteignent leur écorce devient parfois plus difficile à distinguer. Ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des erreurs là, plus grandes de jugement en fonction du DHP. Et la qualité de la photo, par elle, à l'inverse, on voit qu'il y a un effet de distance, okay, il y a un effet de DHP aussi, mais on voit donc que les arbres plus petits et plus loin, okay, sont plus difficiles à identifier, ce qui est tout à fait normal. Ça serait la même chose en forêt. Donc, si on reprend les objectifs de l'étude que j'avais identifiés tout de suite, on va les reprendre un à un. Donc, on voulait développer une approche permettant d'identifier les arbres en couplant les photos et les nuages de points. On considère qu'on a réussi, l'approche fonctionne bien, elle est relativement facile à mettre en place. C'est pas d'une complexité énorme. C'est à travers là, des outils Python. C'est relativement facile à utiliser. Quand je dis relativement facile à utiliser, c'est que ça demande quand même une certaine expertise. On peut pas quelqu'un qui fait pas de terrain peut pas commencer à utiliser ça puis identifier les espèces. Ça demande une expérience terrain pour être capable de bien identifier les espèces. L'autre chose, c'est une approche qui est très flexible, qui peut être utilisée dans à peu près tous les écosystèmes forestiers
où les arbres peuvent être distingués à l'écorce. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'écosystèmes à travers le monde où c'est le cas. OK. Le désavantage, c'est que ça demande des photos de grande qualité, relativement à proximité des arbres. Après ma barre, dans nos sites, on les avait scannés avec des lignes de 10 mètres l'une de l'autre. Et là, c'était à peu près impossible de bien identifier les arbres. Faut dire aussi que c'est quand même chronophage. OK, ça va pouvoir être amélioré avec le temps, mais le lien entre le lidar mobile et les photos prend un certain temps ordinateur là, de traitement. Il y a le temps aussi supplémentaire, vu qu'on fait des lignes, comme je disais tantôt, très peu distancées, donc ça demande plus de temps sur le terrain. Et il y a le temps aussi comme tel d'identifier les photos. Et c'est les arbres avec les photos. Alors que des fois, ça va très vite. Pour d'autres arbres, ça va, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on voulait évaluer la précision de l'identification. On considère qu'on a une très bonne précision à l'échelle du genre. C'est très satisfaisant. Et malgré le fait qu'on était dans un dispositif avec une strate arbustive dense. Donc, on était dans un milieu complexe. Et ce qui est intéressant aussi avec l'approche, c'est que on peut utiliser notre connaissance du site. C'est-à-dire, Frédéric, qui a fait l'identification des espèces, c'est aussi lui qui avait fait le terrain. Donc, il savait un peu quelles espèces étaient pour avoir là. À l'espèce, on considère que la précision est bonne, à 90 %. Moi, je ne considère pas ça exceptionnel. Quand on mélange l'érable rouge à l'érable à sucre ou le bouleau blanc au bouleau jaune, bien, ces espèces-là n'ont pas la même valeur. Okay? Par exemple, le bouleau jaune, l'érable rouge a peut-être 75 % de la valeur de l'érable à sucre. Ce n'est pas la même chose. Aussi, en termes de sylviculture, ce n'est pas non plus la même chose, l'érable rouge que l'érable à sucre. Donc, je pense qu'on peut encore s'améliorer. On peut encore s'améliorer là-dessus. Et là, on l'a fait seulement sur 8 espèces. Donc, c'est le fun de le faire sur des sites encore plus complexes. Mais on pense que sur des sites où il y a des peuplements où il y a 3-4 espèces, ça va aller très vite et ça va être facile. Puis enfin, le dernier objectif, c'est de créer une banque d'images de deep learning. Donc, on pense qu'on a un bon début avec 775 arbres, 8000 photos. Puis, on pense que c'est peu de travail là, pour ajouter là, des milliers d'autres arbres avec les bases de données qu'on a déjà. Il reste du travail à faire. Donc, il faut d'autres jeux de données de régions, de pays qui sont nécessaires. Okay. Puis, on est encore dans les balbutiements là, au niveau des approches qu'on veut utiliser en deep learning, qu'on veut tester. Mais ça s'en vient. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que ce que je veux retenir de la présentation, c'est qu'il est maintenant possible d'obtenir la composition en essence avec le MLS. Présenté, je vais parler un peu de modèle Voxlan qui vient d'être partagé sur GitHub. Donc, c'est un outil pour faire la cartographie de la surface foliaire qu'on a testé seulement sur les arbres feuillus. On fait aussi la cartographie de la surface de bois. Et puis, on utilise un instrument Rigol. Donc, le modèle fonctionne avec un instrument Rigol. Donc, le contexte de ce modèle-là, c'est que la structure, ça influence le fonctionnement d'une forêt en termes de photosynthèse et évapotranspiration. Le but premier du développement du modèle, c'était de caractériser l'absorption d'énergie solaire pour utiliser cette information-là dans un modèle de biophysique qui va estimer la photosynthèse puis l'évapotranspiration, puis les échanges de chaleur turbulente. Mais on peut aussi, avec ce modèle-là, estimer la réflectance d'une canopée. Donc, on peut étudier les facteurs qui influencent la réflectance de la canopée.
Typiquement, bon, la surface foliaire en forêt, c'est difficile à cartographier. C'est une structure qui est souvent complexe. Donc, le lidar terrestre offre un avantage intéressant pour la cartographie de la surface foliaire parce que on peut différencier les points qui viennent du bois des points qui viennent du feuillage. Ça, c'est un avantage qui est très significatif par rapport aux autres méthodes. Puis on peut aussi cartographier en 3D la distribution de surface foliaire et de bois. Donc, les défis qu'on a quand on essaie de faire ça avec un lidar terrestre, c'est que, premièrement, pour minimiser les effets d'occlusion, hein, pour minimiser les trouées dans le jeu de données, on va utiliser un nombre de scans qui est quand même assez élevé pour une parcelle, typiquement. Moi, en ce moment, pour une parcelle d'un quart d'hectare, on utilise à peu près c'est combien? C'est 50, je pense, positions. Dans le passé, on utilisait une 120 positions, donc des scans de 120 positions différentes. Et on a 2 scans à chaque endroit parce qu'on a un scanner qui est quasi hémisphérique, donc il ne voit pas la, la partie directement au-dessus de la position. Donc, on fait un scan quand l'instrument est vertical, puis après, on penche l'instrument horizontal, puis il scanne la surface au-dessus. Fait que ça fait beaucoup de scans. C'est un volume de données qui est vraiment très lourd à gérer. Donc, on a besoin des outils qui sont efficaces. Puis le nombre d'étapes à travers lesquelles on doit passer est quand même assez élevé. Fait que le modèle a été développé pour passer à travers ces étapes-là de façon relativement efficace, que ce soit gérable. En tout cas, pour une parcelle, typiquement, ça va prendre peut-être 2 jours de traitement informatique sur une machine qui est relativement puissante. Donc, avec le modèle, j'ai développé un manuel d'utilisateur pour aider les personnes à utiliser ce modèle-là. Puis là, je montre une parcelle en bas, un exemple. On va utiliser des voxels et on va faire une séparation du bois et du feuillage. Donc, c'est une partie qui va être importante. Pourquoi le modèle est développé seulement pour les instruments Regal? Puis là, je mentionne ici que je ne reçois pas d'avantages financiers de Regal. Je mentionne ces avantages-là parce que c'est des avantages qui sont significatifs par rapport à d'autres instruments. Premièrement, l'instrument enregistre la déviation. Ça veut dire qu'on peut enlever ce qu'on appelle du bruit là, ou des points fantômes, des points qui sont le résultat de contacts multiples entre le laser puis les cibles. Le logiciel puis l'instrument permettent de faire des scans en milieu forestier sans utiliser des cibles. Donc, on peut faire un alignement des scans dans un référentiel commun sans utiliser des cibles. Puis ça fait en sorte qu'on divise le temps de terrain par à peu près 5, ce qui est majeur parce que typiquement, les scans qu'on fait, nous, sur des parcelles, ça prend 2 à 3 jours. Donc, si on utilisait des cibles, ben, ça serait probablement 2 semaines et plus que ça prendrait. Donc là, ça commence à être excessif. L'instrument enregistre une réflectance apparente. Ça veut dire qu'il va nous donner pas seulement une intensité du signal qui est reçu, mais il va convertir ça automatiquement. Il va la calibrer pour la distance du point. Ce qui est vraiment utile de travailler directement avec de la réflectance apparente parce qu'on va l'utiliser pour séparer le bois du feuillage. Le format des fichiers enregistre pas seulement les positions des points, mais il enregistre pour toute émission laser la direction dans laquelle le laser a été émis. Puis ça, quand on fait du lancer de rayons, c'est extrêmement utile parce qu'on a besoin de cette information-là. Quand le logiciel LVOX, par exemple, on va la dériver à partir de la position d'un scanner. Mais quand on ne connaît pas la position du scanner où il y a de l'incertitude par rapport à sa position et son orientation, ça devient difficile d'avoir quelque chose de précis. Puis l'instrument est quand même fiable et robuste pour travailler sur le terrain. Donc, les étapes de traitement, on a
un alignement. Donc, on indique comment on fait ça dans le logiciel RiseScan. On lit le format natif et on va faire une première classification des points bois versus feuillage basée sur l'intensité des signaux qui sont reçus. Après, on utilise un modèle qui s'appelle LEWAS, qui est un modèle qui va utiliser la position ou le contexte spatial des points pour faire une classification bois-feuillage. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va combiner les deux pour dériver une classification qui est encore plus précise que ce qu'on aurait obtenu si on avait utilisé seulement une des deux méthodes. Après ça, on a un algorithme de lancer de rayons qui va faire le calcul de densité des surfaces foliaires. Puis aussi la surface de bois. Ensuite de ça, on a une correction pour l'occlusion qui va être appliquée en utilisant les profils verticaux de densité de surface foliaire. Et après ça, on va avoir des matrices de voxels donc, qui sont combinées entre le bois et la surface foliaire pour être utilisées dans des modèles de transfert radiatif. Comme FlySvox, celui que nous, on utilise, ou DART. Donc ça, c'est un exemple ici de simulation du transfert radiatif basé sur les matrices de voxels qui sont séparées entre le bois et le feuillage. À gauche, on voit, ça c'est pour une parcelle, une forêt tropicale, donc des arbres de à peu près 55 mètres de haut. Donc à gauche, on a le visible. Et à droite, on a l'infrarouge, donc ça nous montre bien la différence au niveau de l'absorption d'énergie solaire par le bois et le feuillage. Donc, c'est le genre d'études qu'on peut faire à partir de ces données-là. Puis, on peut aussi facilement caractériser la quantité d'énergie solaire qui rejoint le sol si c'est quelque chose qui nous intéresse en termes de disponibilité de la radiation solaire. Donc, on peut savoir, en fait, à tous les endroits, en 3D, c'est quoi la quantité de radiation qui est absorbée par les éléments. Donc, l'utilisation de Voxlab, c'est codé principalement en MATLAB. Une expertise minimale qui est requise, donc on n'a pas besoin d'une grande expertise en LIDAR ou en MATLAB pour utiliser le code et il est disponible sur GitHub avec le manuel. Bientôt, on va mettre aussi disponible des matrices de voxels pour des sites forestiers. Donc, on a 6 parcelles. Donc, on a 5 parcelles aux États-Unis. C'est tous dans des forêts de feuillus. 6 parcelles aux États-Unis, puis une parcelle en Malaisie qui vont être rendues publiquement disponibles aussi pour utiliser dans les modèles de transfert radiatif.